Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc dans cette capsule, on va beaucoup parler de transport membranaire. Alors dans la dernière capsule, si vous vous souvenez un tout petit peu, on avait vu le rôle de différentes protéines membranaires et une de ces protéines à la membrane cellulaire euh, portait le nom de transporteur. Donc on sait pour l'instant qu'il y a certaines molécules qui sont incapables de passer la membrane cellulaire. Et je vous dirais qu'en fait, les transporteurs, il y en a plusieurs sortes, ce que vous ne savez pas encore, et ça va permettre d'utiliser différents processus de transport pour faciliter justement le déplacement des molécules qui auraient pour X raison de la difficulté à entrer ou à sortir de la cellule. Et en fait, il y a 5 mécanismes de transport différents qu'il faudra distinguer. Je vais tout vous expliquer ça dans cette capsule-là. Donc, on va parler, exemple, de transport passif et actif. Et dans les transports passifs, il y a 3 mécanismes. Dans les transports actifs, il y a 2 autres mécanismes. Alors, il faudra distinguer tout ça. Mais avant d'aller dans le détail de ces mécanismes de transport, on revient un petit peu à la base. Donc, généralement, vous savez maintenant qu'une cellule, avec le noyau ici, a une membrane de phospholipides. Et vous savez que les phospholipides, c'est des molécules qui font partie des graisses, de la famille des lipides. Et ça, évidemment, ça entraîne un problème. Le problème étant que beaucoup de molécules essentielles, l'eau, glucose, peu importe, donc des molécules hydrosolubles qui aiment l'eau ne pourront pas passer la membrane. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces molécules-là? C'est là que le transport membranaire va devenir important pour aller chercher ces molécules-là ou au contraire les sortir. Donc, quand on parle de soluté, en fait, on parle de molécules solides ou gazeuses qui sont dissous dans l'eau, donc l'eau à l'extérieur de la cellule, le liquide interstitiel, ou encore l'eau dans le cytoplasme à l'intérieur de la cellule. Et la bicouche, évidemment, c'est la double couche de phospholipides, hein, donc ça va. Et il y a 2 sortes de solutés. Ceux qui sont perméables, et ça, souvent j'ai des étudiants qui se mélangent avec le français, c'est le terme français ici. Si vous portez un imperméable, l'eau ne passe pas, c'est pour vous protéger de la pluie, donc ça ne passe pas. Mais quand on dit perméable, alors là on va faire un peu de français, juste pour être sûr que vous compreniez les questions des exercices ou à l'examen, ça laisse passer les molécules. Donc, la membrane cellulaire, la membrane plasmique, laisse passer les molécules à travers la double couche de phospholipides. Donc ça, c'est les solutés perméables. Et on vous dit les caractéristiques. Moi, j'en ai 3, en fait, que je vais vous lister après. On a également des molécules non perméables. Donc, évidemment, non perméable, c'est comme imperméable, c'est-à-dire ne passe pas la membrane. Et là, il y a 3 conditions que vous devez savoir par cœur. Donc, on vous dit ici, il y a des molécules non polaires versus polaires. C'est des choses qu'on a déjà vues dans les molécules avec des liens covalents. Donc, les molécules qui ont des liens covalents, les électrons sont partagés de façon inégale pour les polaires ou égale avec les non polaires. Mais généralement, les non polaires, ça faisait des molécules hydrophobes qui n'aiment pas l'eau, donc comme certains lipides ou les gaz respiratoires. Puis s'ils sont hydrophobes, ils sont nécessairement lipophiles, donc ils aiment les graisses. Et s'ils aiment les graisses, bien évidemment, c'est pour ça qu'ils vont passer directement à travers la membrane. Par contre, les molécules polaires qui aiment l'eau, ils sont hydrophiles. Mais s'ils sont hydrophiles et qu'ils aiment l'eau, ils ont horreur des graisses, donc ils sont lipophobes. Puis si j'aime pas les graisses, bien évidemment, j'aimerais pas les phospholipides, c'est des lipides, des graisses, donc on passe pas. Et ce qui est important de comprendre à cette diapo-là, c'est tout ça, je le simplifie. Il y a 3 conditions que vous devez connaître par cœur pour qu'une molécule puisse passer vers l'intérieur de la cellule ou sortir. La première condition, et je vous pose la question, est-ce que vous pensez que pour passer entre 2 phospholipides, ça prend une très grande taille? Il faut être tout petit pour se faufiler entre 2 phospholipides? Bien évidemment, il faut être petit. Donc, c'est des molécules de petite taille. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si la molécule a une très petite taille, si elle est neutre au point de vue électrique, donc pas de charge, elle ne doit pas être chargée. Pas de charge.
et elle doit être liposoluble, donc aimer les graisses, ou hydrophobe si vous vouliez, si vous préférez. Donc, liposoluble, ça réfère entre autres aux molécules non polaires. Puis parfois, vous allez rencontrer peut-être des molécules peu importe, c'est pas toujours des molécules non polaires, peut-être un jour avoir d'autres molécules, d'autres types de molécules, certains polluants, entre autres, qu'on retrouve dans l'eau, qui va s'accumuler, de la bioaccumulation, qui est toxique, qui est dangereux pour vos cellules, puis s'accumule dans votre foie, exemple, parce qu'ils sont liposolubles, mais ils ne sont pas nécessairement non polaires. Donc, ça existe. Mais peu importe, si on aime les graisses, si on n'a pas de charge, puis si on a des petites tailles, ça passe directement à travers la membrane de phospholipides. Okay? Il y aura un nom tantôt pour ce genre de déplacement de molécules. Là. On appelle ça de la diffusion simple, mais j'en reparle tantôt. Donc, tout ce qu'il faut comprendre pour l'instant, je dois respecter les trois conditions. Exemple, l'oxygène ou le CO2, les gaz respiratoires, c'est des molécules de petite taille, ils sont électriquement neutres, il n'y a pas de charge, et elles aiment bien les graisses parce qu'elles sont non polaires. Donc, elles passent directement à travers la membrane cellulaire. Exemple, l'oxygène peut entrer dans n'importe quelle cellule de votre corps en passant à travers la membrane. Aussitôt qu'une de ces trois conditions qui n'est pas respectée, la molécule ne passe pas la membrane plasmique. Et c'est là qu'on va avoir des systèmes de transport particuliers pour les aider. Donc, exemple, l'eau, c'est une molécule polaire qui est hydrophile, elle n'aime pas les graisses, ça ne passe pas. Le glucose, c'est une molécule qui est de grande taille par rapport aux ions. Ça ne marche pas. Le Na+, le Cl-, K+, Ca2+, donc les ions calcium, les ions sodium, potassium, chlore, que je viens de nommer, mais ils ont des charges. Si je dis Na, c'est correct, il est neutre, mais si je dis Na+, il y a une charge, ça ne passera pas non plus. Et s'il y a une seule de ces conditions-là, je disais que ça ne passait pas, puis si j'en ai deux puis trois, bien évidemment, ça passe encore moins. Donc, aussitôt que je brise une de ces trois règles, il n'y a pas de transport qui se fait directement à travers la membrane. Et c'est là qu'on aura des mécanismes de transport particuliers pour faciliter, par exemple, les molécules qui sont chargées, les molécules qui sont hydrophiles, ou qui sont trop grosses. Et on va avoir un mécanisme de transport différent pour l'ensemble de ces particularités, différent pour chacune de ces particularités-là, donc chargée ou la taille ou peu importe. Donc, c'est ça qu'on va voir éventuellement. Maintenant, quand on vous dit que la membrane, sa principale fonction, il y en a plusieurs, on en a vu 4 dans la dernière capsule, mais c'est de contrôler, je vous parlais de garde frontière la dernière fois, donc contrôler un peu comme on contrôle le déplacement des voyageurs entre deux pays, mais là on contrôle le déplacement des différentes molécules selon leurs caractéristiques, évidemment. Et on vous dit ici, en fait, on ne dit pas grand-chose, hein? On vous dit juste, il faut éliminer les déchets, donc sortir les déchets de la cellule, on veut aller chercher des nutriments. Ce qu'il faut comprendre, c'est le mot ici que j'ai parlé de temps en temps depuis le début de la session, mais là, on va le dire officiellement. Le liquide interstitiel, LIN pour liquide interstitiel, c'est évidemment le liquide, l'eau à l'extérieur de la cellule. Puis tu as le liquide du cytoplasme, qu'on appelle le cytosol, qui est de l'eau aussi, mais qui est à l'intérieur de la cellule. Donc, il y a de l'eau partout, mais il faut être à l'aise à comprendre laquelle région qu'on parle. Donc, le liquide interstitiel, c'est extracellulaire. Donc, évidemment, j'ai des molécules ici qui voudront peut-être entrer dans la cellule, puis j'ai d'autres molécules qui voudront sortir. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que je respecte les trois conditions que j'ai expliquées à la dernière diapo? Oui, ça passe directement à travers. Non, bien là, j'ai d'autres mécanismes de transport. Et pour l'instant, je vais vous expliquer ça très bientôt, mais il faut comprendre qu'il y a deux sortes de transport. Dans les 5 mécanismes que je vais discuter avec vous aujourd'hui, il y a un certain nombre, en fait, deux mécanismes de transport qui appartiennent aux actifs, puis on a 3 mécanismes qui vont appartenir aux passifs. Et ces deux sortes de transport moléculaire qui sont complètement différents l'un de l'autre. En fait, ils fonctionnent un petit peu à l'inverse l'un de l'autre. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. C'est que tous les processus que vous allez étudier dans mon cours ou dans les autres cours de biologie dans votre deck, il faut comprendre qu'on revient toujours à un transport actif ou passif. C'est comme deux grandes catégories. Et ensuite, on étudiera plus en détail qu'est-ce qui se passe dans le passif ou l'actif. Cette diapo est extrêmement importante justement parce qu'on vous distingue des deux types de mécanismes de transport qu'on retrouve au niveau de la membrane de la cellule, donc passif et actif. Et ce qui est écrit ici, je vais le dire selon un petit peu dans mes mots, peut-être ça va différer un petit peu. Il y a un terme très important ici
Gradient de concentration, donc on va dans le sens du gradient ou on va contre le gradient. C'est ce qui va nous distinguer les mécanismes de transport passif ou actif. Donc en d'autres mots, tous les transports passifs que vous allez étudier avec moi vont dans le sens du gradient. Et si on est en actif, bien, tous les mécanismes de transport actifs ont le même point commun, on va contre le gradient. Là, vous ne savez pas c'est quoi un gradient de concentration, c'est normal, je vous explique ça dans 2 secondes. L'autre caractéristique, c'est que le passif, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Okay? On n'a pas besoin d'ATP, aucune source d'énergie, ça se fait tout seul, selon les lois naturelles de la nature, si on veut, et ça ne coûte pas d'ATP. Actif, on peut aller contre les lois de la nature. C'est possible, on va un peu comme en contre-courant, mais ça va te coûter de l'ATP. Donc, tu as besoin d'une réserve d'énergie. Si vous n'avez pas d'ATP, ben, c'est impossible, on serait mort. Mais mettons qu'il n'y aurait pas assez d'ATP, on ne pourrait pas utiliser ces mécanismes de transport actif, mais passif fonctionne. Mais la grande question, c'est de savoir c'est quoi le gradient. Donc, le mot gradient, la dernière capsule, je vous avais dit, ceux qui se souviennent, que ça veut dire différence. Et pour permettre un déplacement, en fait, ça va toujours se faire selon une loi. La loi de gradient de concentration, la loi de diffusion, c'est très simple. La différence de concentration, c'est correct, mais on va se déplacer toujours de l'endroit où c'est le plus concentré vers le moins. Puis si les concentrations sont égales, il n'y a pas de déplacement. Donc, ce que je suis en train de vous dire, et là, vous faites attention, quand je mets plus vers le moins, c'est parce que ça se retient facilement, mais ça n'a aucun rapport avec les charges électriques. Ce que ça veut dire ici, c'est, dans vos notes, c'est que ça se retient bien, ça s'écrit bien à l'examen dans la marge, puis ou dans votre tête, ça se retient mieux que des mots comme ça ici. Mais faites attention, ce que je voulais dire ici, c'est l'endroit où il y en a le plus en termes de quantité. OK? Donc, plus grand nombre, plus grande quantité. Concentration, ça réfère à une quantité, évidemment. Donc, plus grande quantité de molécules vers l'endroit où il y a moins de molécules. Donc, ça, c'est très important. C'est tout la base. C'est toujours la question que vous allez vous demander. Est-ce que je vais dans le sens du gradient ou non? OK? Et je vous donne un exemple pour vous expliquer c'est quoi le sens du gradient. Donc, si je suis en passif, je vais toujours respecter la loi normale de la cellule, de la nature. Donc, exemple, si j'ai une substance ou une molécule A, OK? Puis là, je compare toujours 2 endroits, le milieu extérieur dans le liquide interstitiel versus à l'intérieur. Si je vous dis que j'ai 25 molécules A, puis j'en ai 25 A à l'intérieur, là, je vous dis quel transport on utilise. Bien, ça, c'est une question piégée. Il n'y en a pas, parce que je n'ai pas de gradient, c'est la même quantité, ça ne bouge pas. Mais si j'ai un gradient, donc une différence, puis exemple, à l'extérieur, j'en ai 25, puis j'en ai 8 en dedans, là, je vous demande, si on prend un transport passif, est-ce que la substance A va sortir ou entrer dans la cellule? Et là, vous vous posez la question suivante, bien, 25, c'est-tu plus concentré que 8? Donc, exemple, s'il y a un volume égal dans les deux, bien, j'en ai bien plus à l'extérieur qu'en dedans. Donc, comme je vais de l'endroit où il y en a le plus vers l'endroit où il y en a le moins, 25, c'est plus gros que 8, c'est plus petit. Spontanément, la substance A va entrer dans la cellule. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que la substance A respecte les 3 conditions? Oui, ça passe direct. S'il y a une des conditions qui n'est pas respectée, on aura d'autres mécanismes de transport qu'on va voir bientôt. Mais peu importe le mécanisme qu'on a utilisé, il y en a 3 passifs et les 3 ont le même point commun. Ça ne coûte rien d'ATP, mais surtout, on va dans le sens du gradient. Et je vais toujours respecter la quantité où il y en a le plus. Et là, vous faites très attention, pour une raison que j'ignore, ça fait 14 ans que j'enseigne ce cours-là, puis ou ce cours-là, ou des cours similaires, puis à chaque fois que j'arrive dans ce genre de concept-là, il y a toujours des étudiants, pour X raisons, qui pensent que passif, c'est juste pour entrer dans la cellule, ce qui est complètement faux. Vous allez avoir 0 si vous me dites ça. Ça n'a aucun sens. C'est pas le fait d'entrer, ça peut entrer ou sortir, c'est le fait qu'on va toujours du plus concentré vers le moins. Fait qu'exemple, selon la loi de diffusion, la loi de gradient, si ici j'en ai 100 molécules B, puis j'en ai 8 l'autre bord, et là, si je prends un mécanisme de transport passif, est-ce que ça rentre ou ça sort? Bien, le plus concentré, 100, c'est bien plus gros que 8. Donc, il y en a plus ici, j'en ai moins à l'extérieur. Spontanément, selon la loi naturelle, la loi de gradient, la loi de diffusion, peu importe, on va expulser les molécules à l'extérieur.
Quel mécanisme passif? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ça passe directement à travers ou peu importe? Ça dépend si on respecte les 3 conditions ou non. On verra ça tantôt. Mais en gros, c'est juste ça, la loi de gradient. Donc, à chaque fois que vous voulez aller en passif, on doit respecter cette loi-là. Je rouvre une parenthèse. En fait, tout ce que je viens de vous dire, c'est l'essentiel. Si vous comprenez ça, vous êtes capable de mémoriser, vous êtes parfait, non seulement pour mon prochain examen, mais pour la session, puis même pour des cours comme Bio2 et tout. Ça va revenir, vous allez voir. Mais pour ceux qui veulent comprendre, et là, ce n'est pas nécessaire ce que je vais dire dans ma parenthèse. Vous pouvez vous débrouiller sans la comprendre, mais j'ai toujours quelques étudiants dans la classe qui ont besoin de comprendre un peu plus pour retenir. Donc, pour cette catégorie d'étudiants, je vais un peu plus loin, okay? Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas essentiel. Souvent, la question que vous vous demandez, bien, pourquoi on va de façon naturelle du plus vers le moins? Vous pouvez l'appliquer sans réfléchir, mais ceux qui veulent comprendre, je vous explique très simplement. J'ai 2 régions ici. Mettons, j'ai une région A, j'ai une région B. Par exemple, j'ai des molécules ici. On va dire que c'est des molécules je sais pas, on va dire que c'est des ions, tiens, des ions sodium. OK? Puis ici, mes ions sodium, dans la région B, j'en ai juste 2. Puis ici, on va dire que j'en ai une dizaine. Et pourquoi, selon la loi de gradient naturel qui ne coûte pas de l'énergie, vous allez comprendre pourquoi ça ne coûte pas de l'énergie, pourquoi je vais dans A vers B, mettons, ici, c'est l'intérieur de la cellule, puis ça, c'est l'extérieur de la cellule. Pourquoi je pars toujours de l'endroit où il y en a le plus vers le moins? C'est très simple. C'est la théorie de la collision moléculaire. Vous avez peut-être vu ça au secondaire, c'est que chaque molécule, qu'elle soit solide, gazeuse ou liquide, il y a toujours un mouvement. C'est sûr qu'une molécule gazeuse bouge plus qu'une molécule solide, mais il y a toujours une espèce de mouvement. Et on va dire pour mon cours que c'est des mouvements aléatoires. Donc les molécules se déplacent un peu n'importe où. Si c'est très concentré, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les chances de collision entre 2 molécules sont fortes ou faibles? C'est clair qu'ici, il y a tellement de monde, il y a beaucoup plus de chances qu'ils se frappent ensemble que les 2 molécules ici qui peuvent se promener puis jamais se trouver. Donc, c'est pour ça que ça va du plus concentré vers le moins, parce que les chances de collision, exemple, entre les 2 molécules ici, ces 2-là vont se frapper. Et qu'est-ce que ça fait? Imaginez-vous 2 voitures qui roulent à 100 km/h, qui font face à face. Bien, en se frappant, comme ça, dans ces 2 directions-là, la force d'impact va faire en sorte qu'ils vont se repousser dans le sens inverse. Donc, elle frappe celle-ci, elle s'en va, puis l'autre s'en va de l'autre côté. Et comme les collisions sont beaucoup plus fortes qu'ici, bien, statistiquement, les molécules vont avoir tendance à se frapper puis à se repousser vers l'endroit où il y en a le moins. C'est juste pour ça. Et à un moment donné, quand est-ce que ça arrête? Bien, ça, c'est important, par exemple, de comprendre quand ça arrête. Bien, quand je vais avoir à peu près le même nombre de molécules de part et d'autre. Si j'en ai 4 ici, j'en ai 4 là, c'est parfait. Ça peut être 5, 4, peu importe, mais qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas, moi, si je pars de 10 puis 4, ben, je vais en sortir pour à peu près arriver 7, 7. Donc, je vais en sortir quelques-unes, exemple 3. Si j'en perds 3, il m'en reste 7. Puis ici, si j'en ajoute 3, je vais en avoir 7. 7, 7, là, le mouvement arrête. En fait, il n'arrête pas tout à fait. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a une molécule qui sort, mais aussitôt qu'il y en a une qui sort, il y en a une autre qui rentre pour prendre sa place. Donc, on est en état d'homéostasie, d'équilibre. Et c'est toujours la tendance naturelle, au point de vue biologique, chimique, moléculaire, atomique, tendre vers l'ordre, tendre vers un équilibre. Et c'est pour ça qu'ici, ça va se percuter comme ça, jusqu'à temps que j'arrive à une espèce d'équilibre. C'est pour ça que ça ne coûte pas d'énergie, c'est simplement la collision naturelle des molécules. Et ça explique pourquoi on va du plus concentré vers le moins. Bon, vous ne vous souvenez pas du restant de votre deck pour mon examen de la théorie de collision, c'est pas grave, c'était juste pour vous aider à retenir qu'on va toujours où il y en a le plus vers le moins. Si vous retenez ça, on est correct. Ça, c'est pour le passif. Si je reviens à l'actif, bien là, on vous dit qu'on va contre le gradient. Donc, si je vais contre le gradient, c'est possible. On va contre la nature, on va contre la loi naturelle que je viens de vous expliquer, sauf que ça va vous coûter de l'énergie. C'est un peu comme si vous... Pourquoi ça coûte de l'énergie? Parce que ça va contre la nature. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais vous nagez l'été dans un lac, c'est facile. Vous nagez dans une rivière. Si vous allez dans le sens du courant, si c'est une rivière rapide, là, ça va bien. Vous forcez à peine. En fait, vous pouvez vous laisser aller, puis la rivière va vous transporter sur une grande distance. C'est du passif. On va dans le sens du courant, la nature. Si vous voulez remonter la rivière, c'est pas impossible, vous allez travailler très fort. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour remonter une petite distance. C'est un peu comme ça qu'on peut visualiser. C'est que, ouais, on peut aller contre le gradient, mais dans ce cas-ci, ça va vous coûter de l'énergie. Fait que les transports actifs vont battre la loi naturelle. On va aller contre la loi de gradient, sauf qu'on dépense de l'ATP ici.
Un exemple de transport actif, ben, si je vais avec les chiffres, exemple, on va souvent ça avec le glucose. Le glucose, c'est une substance précieuse qu'on ne veut pas perdre. Donc, le glucose peut être à l'extérieur ou à l'intérieur. Et si, exemple, j'ai 3 glucoses, non, je vais dire 30 puis 5 en dehors, selon la loi de gradient, comme on a vu, par des transports passifs, est-ce que le glucose rentre ou sort? Ben, normalement, vous me direz, il va sortir, ben, j'en ai plus à l'intérieur, 30. Donc, 30, c'est beaucoup plus gros que 5. Normalement, il devrait sortir spontanément. Mais si vous êtes prêt à dépasser de l'ATP, comme c'est très précieux le glucose, on va aller chercher contre la loi logique de gradient. On va les récupérer. Mais là, on dit qu'on va contre le gradient parce que regarde, le chiffre le plus petit, on va 5 c'est plus petit que 30 évidemment, ben, on va aller dans le sens inverse de la loi que j'ai encadrée ici. Donc, aussitôt que vous allez dans le sens inverse, on parle de transport actif. C'est possible d'aller contre le gradient, ce qu'on a dit tantôt ici, mais ça va vous coûter de l'ATP. Il y a un prix à payer. Okay? Et c'est ça que ça fait le transport actif. Et le plus important, bientôt je vais vous montrer des exercices au tableau blanc un petit peu pour comprendre, voir si vous mêlez, vous démêlez tout ça. Mais je vous le dis, peu importe le problème que je demande à l'examen, je peux vous mettre des situations. Vous mangez, votre cellule a beaucoup de glucose, pas beaucoup de glucose, vous donnez un médicament X, Y, peu importe, j'invente n'importe quoi, mais peu importe le concept ou le contexte que je mettrai à l'examen ou la mise en situation, vous allez toujours avoir soit des chiffres ou l'idée qu'il y a une molécule X ou Y qui est plus nombreuse en dehors ou en dedans. Et là, je vais vous demander quel transport qu'on va utiliser dans les 5 que je vais vous montrer bientôt, lequel. Et la première question, impérativement, toujours à vous poser, peu importe ce que vous voyez dans les exercices de l'examen, est-ce que je suis dans le sens du gradient ou pas? Si vous faites ça, jamais vous allez vous mélanger et au lieu de partir en sens inverse pour avoir 0, vous allez toujours, en fait, vous allez avoir tout bon. Ça va être facile. Donc, n'oubliez jamais ce que je viens de dire. C'est peut-être la chose la plus importante de la capsule. La première, aussitôt que vous avez une question sur le transport membranaire, le premier réflexe que vous devez avoir, vous regardez, vous lisez la question et vous essayez de déterminer est-ce que, dans le problème qu'on me pose, est-ce que je vais du plus vers le moins? Est-ce que je respecte la loi? Si vous dites oui, déjà vous savez que vous êtes dans le passif, fait que vous oubliez ça. Ça n'a plus rapport. Et si vous dites non, puis vous allez contre la logique, vous oubliez celui-ci, puis là, vous êtes dans l'actif. Et comme ça va vous permettre de choisir les bons mécanismes de transport, ou en tout cas d'être bien aligné sur le problème. Pour illustrer la loi de diffusion, la loi de gradient, on a une petite expérience ici. C'est une façon imagée de vous expliquer qu'on va toujours de l'endroit où il y en a le plus vers le moins. Hein? Ça, c'est la loi de la diffusion ou gradient de concentration. C'est la même chose. Moi, je le visualise beaucoup avec la cellule, les chiffres que j'ai donnés tantôt. Donc, on compare la quantité de molécules à l'intérieur versus l'extérieur. Mais c'est la même chose ici. La loi de diffusion comme ça, le gradient de concentration, c'est la même chose. Pourquoi quand vous prenez un bain, puis l'eau est froide, mais sous le robinet, l'eau est très chaude, vous attendez quelques instants, puis là, l'eau est la même température partout, ben, c'est parce que la température et les molécules se sont déplacées. Souvent, la chaleur, c'est des molécules qui sont très excitées, qui ont un grand mouvement. Bien, ce qui va arriver, c'est que les molécules vont se répartir comme ça uniformément dans l'eau, puis là, la température est égale, donc on a à peu près la même concentration égale. Même chose ici, on ne voit pas de membrane cellulaire et tout ça, donc là, c'est difficile de comparer la région A et B. Comment il faut l'aligner? Mettons, la région A, c'est l'ensemble du bécher avec le liquide. Région B, c'est la région centrale ici. Très concentré, j'ajoute ici des molécules, peu importe, ça peut être des cellules, des molécules, des globules rouges, peu importe. Mais ce qu'on voit ici, c'est que les molécules sont très concentrées, donc j'en ai le plus, puis dans A, j'en ai pas du tout, c'est le moins. La loi de gradient fait en sorte qu'on va se déplacer vers l'endroit où il y en a le moins. Donc, on voit comme ça. Puis là, on voit encore mieux la théorie des collisions. C'est qu'ici, ils vont tellement se frapper qu'ils vont se répartir un peu partout. Alors ici, ces deux-là ont peu de chances de se frapper, mais alors ici, les collisions sont encore plus fortes. Et éventuellement, la diffusion va être égale un peu partout. Donc, c'est pour ça qu'on se déplace toujours du plus concentré vers le moins. C'est une expérience simple pour prouver ce point-là, mais on ne va jamais l'envisager dans votre deck ou dans mes examens dans une expérience comme ça. Ça va toujours être l'intérieur d'une cellule versus l'extérieur, ou un compartiment biologique A versus compartiment B, vaisseau sanguin versus en dehors du vaisseau sanguin, peu importe, mais toujours des compartiments évidemment biologiques. Mais la logique est toujours la même, tant que vous comprenez qu'on va de l'endroit qui en a le plus vers le moins, jusqu'à temps qu'on a à peu près une quantité égale
et qu'on atteint l'état d'équilibre, qui réfère à l'homéostasie, évidemment.